BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos. Les pros des cryptos à domicile chaque vendredi. Bienvenue chez vous, les amis. On va vous accompagner pour une grosse vingtaine de minutes, grâce aussi à nos NFT, à nous, nos talents non fongibles du vendredi. Ils sont là. Claire Balva. Bonjour Claire. Oui. Content de vous retrouver, experte crypto, Web3 indépendante. Thibaut Boutroux aussi, qui vient tout juste de s'installer là à chaud. Bonjour Thibaut. On est ravis de vous retrouver depuis les bureaux de Meria. Eh oui, à l'instant, c'est le direct. Et si vous nous suivez ce week-end, vous savez que les pros des cryptos, c'est en direct chaque vendredi, rediffusion aussi le soir sur BFM Business à 21h30. Dans un instant, on parcourra ensemble donc l'actualité de l'ensemble de la semaine. Mais d'abord, Alexandre Baradez nous accompagne et nous rejoint. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. DJ. On est content de vous retrouver Alexandre. C'est la dernière des pros des cryptos de l'année. Avant le grand retour, ce sera le 12 janvier prochain, vendredi 12. Comment sentez-vous déjà sur le Bitcoin, qui a eu une super année quand même, le Bitcoin, le potentiel pour la suite, Alexandre? Oui, c'est déjà un petit point bilan. C'est un des actifs qui a le plus progressé cette année, qui a supplanté pas mal d'actifs plus traditionnels. Donc un énorme rattrapage par rapport à la chute de 2022. Une année qui a été catalysée par toutes les thématiques ETF, détente de l'inflation, détente des taux, et puis aussi valeur refuge. On a vu que l'actif a joué sur le valeur refuge depuis le mois d'octobre. Et là, on semble s'installer en fin d'année, depuis un mois maintenant, dans ce range, une zone entre 40 000 et 45 000. Donc c'est plutôt sain d'ailleurs de voir ça, parce que ça évite les trop grandes verticalités, donc qui sont généralement des signes un petit peu de formation. Je dis pas de bulle, parce que c'est pas le cas du tout dans ce cycle-là. Mais quand ça va trop vite, ça peut générer ensuite un retour de la volatilité un peu indésirable. Donc finalement, c'est très bien que le Bitcoin, depuis 3-4 semaines, s'installe dans ce régime un peu de consolidation. On voit d'ailleurs, après les chiffres d'inflation dont vous venez de parler aux États-Unis, des chiffres d'inflation qui s'améliorent encore, même si sur l'inflation cœur, c'est encore assez lent comme amélioration, ça progresse quand même. Il n'y a pas eu de mouvement sur les taux très particuliers aux États-Unis. Vous voyez, on n'a pas vu un tassement des taux d'un coup ou un dollar qui s'affaiblirait d'un coup. Donc le Bitcoin, finalement, n'a pas trop réagi à ces données d'inflation. Peut-être là encore le signe qu'il a besoin de consolider un petit peu finalement, qu'on n'ait pas envie de sortir tout de suite par le haut des 45 000. Donc moi je le verrais bien rester encore un peu de temps dans cette zone 40-45 000, et je vais dire que plus il y reste, mieux c'est pour le prochain mouvement de hausse en fait. Plus on consolide, plus ça crée une base solide sur laquelle on peut s'appuyer pour aller plus haut. Moi mon sentiment, c'est que je pense que le marché, comme les marchés actions d'ailleurs, sont un peu vite en besogne sur l'aspect baisse de taux de la Fed l'année prochaine. Il y aura bien des baisses de taux, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il y en aura autant que ce que price les marchés, ça c'est un petit peu moins certain. Et donc si à un moment donné, vous voyez, les taux américains venaient à se redresser un tout petit peu là dans les jours ou les semaines qui viennent, ça pourrait pousser du coup les actifs crypto, le Bitcoin notamment, à consolider encore un petit peu. Donc moi mon scénario, c'est celui d'une poursuite de la consolidation entre 40 et 45 000 pendant encore quelques temps, mais pour un mouvement qui précéderait une nouvelle accélération à la hausse pour aller chercher les 50 000. Donc voilà, une phase latérale avant accélération aussi. Alexandre Baradez, le chef analyste d'IG. Juste un mot, Alexandre, aussi de l'Ether quand même, qui a vécu une année alors positive bien sûr, mais un peu moins que le Bitcoin. Le Bitcoin a fait mieux que l'Ether. On est un peu plus de 2300 là sur l'Ether, 2300 $. Oui, on va dire que la dominance du Bitcoin, globalement, s'est renforcée ces derniers mois. Donc, ça a vraiment été l'actif qui a supplanté le reste, qui, même dans le marché crypto, constitue la plus grosse partie de la capitalisation totale du marché des cryptos. Après, je pense que l'État, il y a un phénomène, effectivement, ça fait un peu penser, vous voyez, parfois à des phases un peu comme l'or ou l'argent, l'or qui est sublime, et puis l'argent qui est toujours un petit peu, on va dire, l'or du pauvre. Je dirais pas la même chose pour l'Ether, mais il y a un peu ce lag, un petit peu qu'on remarque. Je pense que ça prend des phénomènes, je dis pas de manque d'intérêt. Je pense que la thématique ETF peut aussi à un moment donné catalyser l'Ether, mais voilà, je dirais que il y a un peu de retard dans l'allumage, mais l'analyse est exactement la même, avec moins de densité, mais la même, à savoir on est plutôt parti pour aller dans les mois qui viennent à 3000 et je pense au-delà ensuite, plutôt que des retours à 1000 et quelques. Donc voilà, un peu de consolidation fait pas de mal. Ça construit plus longtemps ou en tout cas c'est moins important en amplitude que le Bitcoin jusqu'à présent, mais le momentum, et même graphiquement, quand vous regardez la structure graphique de l'Ether, il n'y a rien d'inquiétant à ce stade, simplement un peu de sous-perf par rapport au Bitcoin. Merci beaucoup. Alexandre Baradez depuis IG avec nous, et les grandes actualités qui ont marqué la semaine, c'est quoi? On va les parcourir ensemble pour une grosse vingtaine de minutes avec nos NFT. Ledger d'abord, le hack Ledger. Une semaine après, Ledger s'engage à dédommager les victimes. L'avis de nos pros dans un instant. On viendra aussi sur les perspectives du stacking. Il y a pas mal d'investisseurs qui choisissent de générer du rendement grâce au stacking. Oui, mais comment tout cela est-il et sera-t-il fiscalisé? Il semble que les choses avancent au Parlement. On fera le point aussi. Et puis 2024
Quelles attentes pour le marché crypto? Les réponses aussi des pros. C'est votre machine à refaire l'actualité de la semaine. Chaque vendredi, laissez-la faire cette machine. Elle est lancée et elle s'occupe de tout. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec le micro. Oui, le futur commence par savoir allumer son micro. Claire Balva est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Content de vous retrouver Claire pour cette dernière de l'année. Thibaut Boutroux aussi est avec nous. Bonjour Thibaut, ravi aussi de vous apercevoir dans le mur géant de BFM Business. On va aborder bien sûr toutes ces thématiques, mais d'abord, hier soir, cette information quand même, cette annonce de nouveaux PSAN en France, de nouveaux enregistrements PSAN de taille en France. Il s'agit de, je les ai oubliés, mais vous allez nous le dire. Mais non, comment je peux oublier? Circle et Coinbase, rien que ça. Ouais. C'est ça. Qui veut en parler? Claire, Thibaut, qui prend la parole? Je peux en parler. Allez Claire. Non mais c'est intéressant. Alors on s'y attendait un petit peu. Circle avait déjà annoncé qu'ils allaient venir en France. Il faut bien voir qu'il y a un lien entre ces deux entreprises, même si ce sont deux entités distinctes. Coinbase, la plateforme d'échange, a contribué au lancement de l'USDC, le stablecoin qui est lancé par Circle. Et il y a une sorte de momentum aujourd'hui pour ces acteurs-là parce que leur concurrent principal, le numéro 1, Binance, s'est quand même pris un petit coup sur la tête aux États-Unis et a dû arrêter, lui, l'émission de son stablecoin, le BUSD, qui était émis par Paxos. Donc il y a une opportunité pour Coinbase qui fait aussi face d'ailleurs à des petits soucis juridiques aux États-Unis. Et donc Coinbase a intérêt à venir chercher le marché européen qui est vu comme plus stable d'un point de vue réglementaire. Alors maintenant, cet enregistrement PSAN pour les deux entités, c'est pas la fin, c'est plutôt le début, ne serait-ce que parce qu'un agrément va aussi vite devenir obligatoire. Et puis pour Circle, l'enregistrement PSAN, c'est vraiment une toute petite étape. Ce qu'il leur faut surtout, c'est l'agrément EME, l'établissement de monnaie électronique, pour pouvoir vraiment continuer à commercialiser des stablecoins auprès des plateformes d'échange européennes après l'été 2024, parce qu'une fois que MiCA sera en place, les plateformes d'échange ne pourront plus lister en Europe des stablecoins qui ne respectent pas les contraintes de MiCA et donc notamment ce fameux agrément EME. Effectivement. Et le signe de plus, Thibaut, que le marché français est attractif, incontournable pour les géants des cryptos qui se pressent à la porte, là, qui se ruent, parce qu'effectivement, il y a des effets de calendrier. Il ne faut pas prendre son temps. Là. Il faut se dépêcher pour obtenir l'enregistrement PSAN, parce qu'il y a d'autres étapes qu'il faudra franchir encore ensuite. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des échéances importantes qui se prélagent. On l'a dit, l'enregistrement n'est qu'une étape pour les gros et la stabilité du cadre français devrait servir d'exemple pour l'Europe. Donc si on arrive à bien se réguler en France, normalement on devrait avoir des avantages pour la partie européenne qui est la partie MiCA, qui va arriver rapidement avec un enregistrement d'abord obligatoire, un agrément obligatoire d'abord en France et après MiCA qui est la prochaine étape pour une harmonisation globale au niveau de l'Europe. Donc ça c'est la target de toutes les entreprises qui veulent toucher le territoire européen. Coinbase et Circle ont donc obtenu, les deux géants crypto, un PSAN, un enregistrement PSAN. Et pendant ce temps, Ledger souffre. La licorne française Ledger a fait face à une faille de sécurité. C'était la semaine dernière. On en parlait déjà la semaine dernière dans les pros des cryptos. Faille qui a inquiété la communauté. Combien d'argent, Claire, a été dérobé et comment Ledger compte-t-il réagir? Alors on parle de 600 000 $ qui ont été dérobés via cette faille de sécurité par ce hacker. Et Ledger a communiqué en disant qu'il s'engageait à dédommager les utilisateurs d'ici quelques mois, a priori d'ici fin février. Maintenant, ce qui est intéressant, et vous en avez déjà parlé la semaine dernière avec Thibaut sur ce plateau, c'est d'analyser un peu cette faille parce qu'elle n'est pas très jolie. En fait, Ledger, dans sa communication officielle, ne parle pas beaucoup de la vraie porte d'entrée du hacker. Alors, je suis moi-même une utilisatrice des produits de Ledger auxquels je fais confiance. Donc, j'aime beaucoup cette entreprise. Mais c'est vrai, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est une faute assez bête. En fait, c'est un ancien employé qui a été victime d'une tentative de phishing. Mais le vrai sujet, c'est que cette tentative de phishing a permis aux hackers d'accéder à un certain nombre d'éléments chez Ledger pour déployer une version malveillante du logiciel. Donc ce que ça veut probablement dire ici, c'est que les accès de cet ancien employé n'avaient pas été révoqués correctement. Et ça, alors ça arrive dans plein d'entreprises, il faut le dire, c'est une faute assez bête, mais quand on est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, forcément, ça fait un peu tâche. Donc j'imagine que chez Ledger en ce moment, il doit y avoir tout un tas de réunions et de comités pour remettre tout ça au clair, remettre tout ça au carré pour que les procédures afin de sécuriser ces droits d'accès soient beaucoup plus sécurisées à l'avenir. Il y en a qui doivent passer des fêtes de fin d'année pas très sereines effectivement chez Ledger. Alors, on a le droit quand même maintenant qu'on est justement fin 2023 et
certains nous écoutent peut-être en début 2024, les pros des cryptos disponibles en replay, on a le droit de faire un bilan de l'année 2023. Il n'y a pas de mal à se faire du bien d'ailleurs, on peut démarrer avec les bonnes nouvelles de l'année 2023. Thibaut, allez, à vous de vous lancer. Quelles sont pour vous les nouvelles de 2023 les plus constructives, les plus encourageantes pour l'écosystème pour la suite? Alors, ce n'est pas un événement précis, moi, mais c'est plutôt ce que je voulais mettre en avant sur 2023. C'est une confirmation, en fait, qui est la confirmation de la résilience du secteur et de Bitcoin, parce qu'il faut se rappeler d'où on part. On a une année 2022 quand même assez chaotique avec des événements d'ampleur. Et fin 2022, on avait un petit peu de mal à se projeter. Beaucoup enterraient déjà le secteur, les entreprises. On en a beaucoup qui étaient prêts à mettre la clé sous la porte. Beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Beaucoup ont dû licencier. Et cette année 2023, finalement, devait être l'année de la reconstruction, un petit peu en amont d'une année 2024 charnière, puisque en 2024, on a ce fameux halving dont on parlera un petit peu par la suite. Donc, c'était une année qui était vraiment importante où il fallait sortir la tête de l'eau. Et quand on fait le bilan, finalement, je trouve qu'on sort plutôt bien la tête de l'eau et même très positivement, puisqu'on a tous les géants de la finance traditionnelle qui sont arrivés, une structuration qui s'est mise en place, des victoires réglementaires aussi, notamment contre la SEC. Donc voilà, une résilience affirmée et pour moi une année 2023 qui a fait en fait qui a été ce qu'elle devait être. Claire, votre meilleur souvenir de l'année? Non, je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Thibaut. Je n'ai pas forcément un souvenir précis, mais c'est vrai que si on regarde les bonnes nouvelles pour le secteur, il y a quand même des bonnes nouvelles externes qui sont la fin de la hausse des taux, par exemple, qui permettent quand même à tous les prix de monter, pas que dans la crypto, mais ça contribue aussi à ce nouveau souffle qu'on a depuis quelques semaines. Et puis dans les raisons internes à la crypto qui sont peut-être moins connues, moi je vois beaucoup de progrès du côté des layer 2, de ces surcouches sur Ethereum, et c'est très intéressant quand on regarde les graphiques, on voit une multiplication par 5 ou 6 du nombre d'adresses actives sur ces fameux layer 2, donc on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisation, et ça c'est hyper important parce que si on imagine qu'on a une nouvelle hausse des cours en 2024-2025, il va falloir assurer un passage à l'échelle beaucoup plus important pour éviter les frais de transaction qui explosent. Donc une résilience et surtout un développement technique qui se poursuit. Oui, et ce sera un nouveau test de scalabilité, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça? C'est ça, c'est une sorte d'anglicisme francisé. Ouais. La fiscalité sur le stacking, ça aussi c'est un peu anglais le stacking. Et c'est un vrai sujet cette question de la fiscalité, effectivement, parce qu'un certain nombre d'investisseurs trouvent du rendement via le stacking. Il se trouve que l'ADAN, l'association de défense des actifs numériques et de démocratisation pour le développement, voilà, il y a des qui a plein de petits peu, bon bref. Semble plus optimiste. Il semble que les discussions parlementaires avancent dans le bon sens quant à la fiscalité du stacking, Thibaut. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, Faustine, la présidente de la DAN, a fait un passage sur votre plateau il y a quelques jours où elle répond aux questions de manière ultra détaillée. Donc pour ceux que ça intéresse, je leur recommande d'aller voir le replay qui est disponible. Mais du coup, pour recontextualiser, en fait, il y avait un amendement qui avait été déposé par Éric Bothorel qui visait à harmoniser en fait la fiscalité sur différentes sources de revenus, notamment liées à des processus de validation, donc ce qu'on va considérer comme le stacking aujourd'hui, à l'harmoniser en fait sur le mining. Et la difficulté en fait, c'était que les textes n'étaient pas tout à fait adaptés à la réalité du marché. Et donc la voie de l'écosystème était de dire on est parfaitement d'accord, il faut une clarification sur ces textes, il faut des précisions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des incompréhensions à la fois pour les contribuables et à la fois pour les administrations, et on ne peut pas laisser un flou sur la partie fiscalité. Mais par contre, il faut que les textes soient plus proches de la réalité du marché. Et donc l'amendement a été retiré et on va passer là plusieurs mois à une année à discuter entre le secteur et les instances pour trouver un texte qui soit plus juste et dont l'application soit plus cohérente au marché, en fait. Ça semble aller dans le bon sens. Alors là, on s'est fait du bien, Claire et Thibaut. Maintenant, on va se faire du mal. Quelle a été la pire nouvelle de l'année pour l'écosystème, Claire? Moi, je dirais que c'est l'offensive réglementaire aux États-Unis, alors qui paradoxalement peut être une bonne nouvelle pour le marché européen. Mais toutes les offensives de la SEC, notamment sur la qualification de certains jetons en termes de securities, pour moi, ça a été une très mauvaise nouvelle pour l'industrie en général. Thibaut, la pire de l'année, la pire nouvelle? Alors moi, pareil, sans pointer un événement du droit, en fait, c'est plus des événements qui sont extérieurs au secteur crypto. C'est toute la dimension économique et géopolitique extérieure avec la montée en puissance des conflits dans différentes zones du globe, dont les répercussions peuvent avoir des impacts sur le marché. Et c'est des impacts qu'on peut difficilement
maîtrisé. Donc pour moi, ça va être ça les points à suivre et qui sont pas forcément des bonnes nouvelles pour les cryptos, mais aussi pour de nombreuses autres industries. Alors la prochaine fois qu'on se retrouvera en direct pour les pros des cryptos, chaque vendredi, ce sera le vendredi 12 janvier. C'est l'objet de la question crypto qui claque, comme chaque semaine. Chaque semaine, on pose effectivement une question qui... J'ai du mal aujourd'hui. Une question qui fâche à nos experts. Est-ce que vous êtes prêts? Thibaut, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Claire? Prête aussi. Vous l'aurez voulu. Selon vous, la SEC aura-t-elle enfin approuvé un premier ETF Bitcoin Spot? La prochaine fois qu'on se retrouvera dans les pros des cryptos, ce sera le 12 janvier. Est-ce qu'on pourra enfin, la prochaine fois qu'on se verra, Claire, Thibaut, commenter la première approbation, parce qu'elle sera officielle? Vous y croyez? Claire? Claire, à toi l'honneur. Je pense que oui. On n'est pas sûr, mais je pense quand même que oui. Pour Claire Balva, oui, le 12 janvier, il y aura sans doute une première approbation d'ETF Bitcoin Spot. Et vous, Thibaut? Je pense également, et moi je prends moins de risques parce que le 12, ce sera Owen qui sera sur plateau. Donc la prochaine fois que ce sera moi, il y a des chances que ce soit un oui. Magnifique. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis sur la question. La SEC, le régulateur américain, aura-t-il validé un premier ETF Bitcoin Spot pour la prochaine émission, à savoir le 12 janvier? Est-ce que ce sera fait la prochaine fois qu'on se retrouvera? Oui ou non? N'hésitez pas à nous laisser aussi vos commentaires si vous nous suivez à travers les réseaux sociaux, en commentant tout simplement sur le réseau social par lequel vous nous suivez, que ce soit YouTube, on y est présent, ou encore sur X Twitter. Quels sont en tout cas les derniers développements, Claire, les derniers indices quant à cette approbation tant attendue des premiers ETF Spot Bitcoin? Alors, on a un certain nombre d'échos qui sortent des réunions de la SEC et qui nous disent que les acteurs ont rencontré la SEC plusieurs fois et que tout ceci sent bon. Mais c'est pour ça que moi je prends des précautions. C'est qu'on entend beaucoup de rumeurs, mais tant qu'on n'a pas la signature et la véritable approbation, on ne peut pas être sûr. On a quand même une déclaration de Gary Gensler à CNBC qui dit voilà, je n'ai pas d'autre choix que de réévaluer finalement toutes ces demandes d'ETF au comptant. Sous-entendu, même si je n'avais pas spécialement envie de les approuver, je vais probablement devoir les réévaluer, négocier avec eux et probablement les approuver. On voit qu'il y a aussi des négociations sur les procédures exactes avec lesquelles ces ETF vont fonctionner, sur la manière dont ils vont acheter du Bitcoin. Donc on est vraiment sur un niveau de détail assez avancé, ce qui est positif parce qu'en général, quand on arrive à ce niveau de détail, c'est que l'approbation n'est pas très loin. Donc voilà, on n'est pas sûr, mais on peut être optimiste. Vous tous qui nous suivez, cette question, donc, on vous l'a posée aussi sur nos réseaux sociaux et vous avez répondu sur notre fil, notamment X Twitter, BFM Crypto. Pensez-vous que le 12 janvier prochain, pour la prochaine émission, la SEC aura enfin validé un premier ETF Bitcoin Spot? Oui, à 62%. Vous êtes 62% à le penser, 38% à ne pas le penser. Donc, vous êtes plutôt raccord avec nos auditeurs et téléspectateurs et ceux qui nous suivent effectivement sur les réseaux. Est-ce que justement l'arrivée des premiers ETF Bitcoin Spot constituera une révolution pour Wall Street? Oui, nous dit Michael Saylor, grand Bitcoin maximaliste devant l'éternel. Et vous en pensez quoi? Est-ce que les ETF Bitcoin Spot seront une révolution au-delà de l'écosystème crypto? Une révolution aussi pour Wall Street, Thibaut? Ouais, alors donc Michel Saylor, qui est donc pour recontextualiser le personnage, qui est le président de MicroStrategy, une société qui détient énormément de Bitcoin, donc forcément il a un avis qui va plutôt dans le sens de Bitcoin. Il a fait une déclaration assez forte au micro de Bloomberg cette semaine en disant que l'approbation de cet ETF, ce serait sans doute la plus grande révolution, le plus gros développement de Wall Street des 30 dernières années. Donc des mots qui sont assez forts. Une révolution, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on voit, ce qui est en train de s'articuler en coulisses, c'est qu'il y a une espèce de bataille marketing qui est en train de se mettre en place. Les gestionnaires d'actifs, on les a vus se battre un petit peu sur les réseaux à coups de publicité les plus chères les unes que les autres. On entre dans une dimension presque spectacle où tout le monde a envie que ça se passe juste pour pouvoir le commenter, et toutes les déclarations finalement sont relayées et le but c'est presque d'aller à la plus spectaculaire pour être mis en avant. Ça devient un petit peu une lubie, et il y a d'ailleurs, j'ai vu un spécialiste qui a dit des mots qui étaient assez intéressants, qui disait il faut quand même être vigilant à ça parce que faut avoir en tête que Wall Street entre guillemets se moque de Bitcoin. Wall Street vient pour l'argent et que ce soit Bitcoin ou un autre actif, finalement ça les intéresse pas. Donc il faudra être très vigilant à voir ce que ça va impliquer pour la suite.
parce que ce serait peut-être dommage que, suite à un emballement côté Wall Street, on réduise réellement Bitcoin simplement à un instrument financier, ce qu'il n'est pas, et en tout cas pas uniquement. Donc ça va être intéressant de suivre, mais en tout cas, ça bouge côté Wall Street et les moyens vont être mis pour faire parler de ça. Et ces ETF seront un instrument de démocratisation, bien sûr. Est-ce que le prix à payer de cette démocratisation, ce sera une hausse des frais de transaction? On observe déjà une hausse des frais de transaction sur Bitcoin, Claire. Oui, on a vu sur Bitcoin que ces dernières semaines, les frais avaient augmenté de quasiment 50%. On a des frais moyens par transaction qui sont au-dessus des $10, donc c'est assez rédhibitoire. Je ne crois pas que ce soit le prix à payer de la démocratisation, parce qu'en réalité, c'est un phénomène qui s'autolimite, puisque forcément, quand les frais de transaction deviennent trop élevés, les gens ne font plus de transactions ou beaucoup moins de transactions. C'est un phénomène qu'on a déjà observé lors des précédents bull run, des hausses de cours très importantes, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens veulent acheter du Bitcoin, il y a plus d'activité sur le réseau, donc le réseau est engorgé et les frais de transaction augmentent, parce que pour pouvoir faire passer sa transaction rapidement, il faut inciter les mineurs à la mettre dans le prochain bloc, et donc on augmente les frais de transaction. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'espoir réside beaucoup dans ces fameuses surcouches. Je parlais tout à l'heure des Layer 2, que ce soit sur Ethereum, mais on a aussi sur Bitcoin cette surcouche qui s'appelle Lightning Network, qui techniquement fonctionne bien, mais qui en fait n'est pas complètement adoptée, n'est pas mise en place, n'est pas interopérable avec toutes les plateformes par exemple. Donc l'expérience utilisateur ne s'est pas complètement répandue sur ces surcouches-là. Et donc on a ce risque effectivement des frais de transaction toujours plus élevés. C'est un des enjeux de ce potentiel bull run qui arriverait en 2024-2025, c'est de voir si on va pouvoir avoir un passage à l'échelle sans frais de transaction qui explosent. Ce sera un des enjeux. Un autre enjeu avec l'arrivée des ETF Bitcoin Spot qu'on attend, c'est de savoir si ces ETF seront intégrables dans des portefeuilles ESG, des portefeuilles socialement responsables. Parce que c'est vrai que l'écosystème crypto aime bien vanter les vertus écologiques du Bitcoin. Là, on aura une forme d'heure de vérité. Est-ce que ces ETF seront intégrés dans des stratégies d'investissement socialement responsables, des stratégies ESG? Ce sera un vrai test là de la véracité des vertus écologiques du Bitcoin, Thibaut. Oui, tout à fait. C'est vraiment une super bonne question, et je pense qu'on sera amené à la retraiter tout au long de l'année, cette question-là. C'est assez difficile en fait, parce que si on se... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'ESG, donc les modalités, je ne les connais pas bien, mais en tout cas, si on se base sur le fonctionnement de Bitcoin, moi, je fais partie de ceux qui défendent effectivement le fait qu'il a plus de côté vertueux au niveau écologique que l'inverse. Maintenant, il y a une réalité aussi, c'est que dans la perception des gens et dans l'image publique de Bitcoin, on lui colle encore cette étiquette polluante, énergivore, etc. Et donc, à ce moment-là, même si certains sont convaincus d'eux, si l'annonce a l'effet inverse, ils ne prendront pas le risque d'y aller. Donc, avant d'imaginer pouvoir intégrer Bitcoin dans ce type de portefeuille, quoi qu'il arrive, il y a encore beaucoup de travaux à faire au niveau de l'éducation pour montrer ça, et avec tous les détracteurs, et c'est plus facile de démonter une idée que d'arguer pour la faire valider. Donc à mon avis, il va falloir encore beaucoup de temps, et c'est pas quelques mois qu'il va nous falloir, c'est peut-être même un petit peu plus. Donc ce sera pas pour demain, mais en tout cas c'est une question qu'on risque de se reposer. Ouais. Les pros des cryptos, on se la reposera évidemment régulièrement cette question, bien évidemment, chaque vendredi, puis du lundi au jeudi, Amaury de Tonquédec et ses experts également, le club BFM Crypto, lui aussi disponible en replay. 2024 sera marqué par énormément d'élections, et notamment les élections européennes, mesdames, messieurs. Les élections européennes, ce sera en juin prochain. Elles s'inscrivent dans une année d'élections vraiment exceptionnelle à l'échelle du monde. On aura des élections l'an prochain, en 2024, en Russie, à Taïwan, dès le mois de janvier à Taïwan, au Venezuela et bien sûr aussi aux États-Unis, sans oublier nos européennes au mois de juin prochain. Quel impact ces élections européennes pourraient-elles avoir pour l'écosystème crypto, Claire ? Alors, honnêtement, pas tant que ça, à mon avis, à moins d'une véritable révolution au Parlement européen et d'un changement complet de dimension politique des crypto-monnaies, ou voilà, paradigme quoi. Exactement. Mais donc à mon sens, pas grand-chose, parce que ce qui se passe au Parlement européen aussi souvent, c'est qu'il y a beaucoup de négociations entre les différents partis, et donc souvent on aboutit à un consensus pour cette réglementation des cryptos. Donc moi je doute que les élections européennes vont avoir un impact très significatif. En revanche, la réglementation elle-même est devenue déterminante
pour le développement du secteur. Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis, on l'a vu tout au long de l'année. On le voit encore avec là cette force de frappe en matière de lobbying qui est exercée par un certain nombre d'acteurs crypto qui financent leur lobbying aux États-Unis, et à l'inverse du lobbying qui est exercé par les banques pour le coup, de manière opposée à la crypto. Et on le voit avec ce fameux projet de loi d'Elizabeth Warren qui en réalité a quasiment été écrit par le lobby bancaire aux États-Unis pour réprimer l'industrie crypto. Donc il y a une sorte d'affrontement de lobby pour avoir une réglementation qui est la plus favorable possible à l'un ou à l'autre. Thibault, au-delà de cette question des élections, on pourra aussi reparler tout au long de l'année 2024 des enjeux autour de l'élection américaine, l'élection présidentielle américaine de novembre. Mais au-delà de cet enjeu politique, qu'attendez-vous de l'année 2024 ? Le grand événement de 2024, de toute manière, c'est le halving. Hein. Les yeux sont rivés sur cet événement depuis maintenant un moment. Beaucoup d'entreprises ont harmonisé leur stratégie par rapport à cette date. Les cycles, historiquement, s'articulent autour de cet événement. Donc, ça va être un point clé qu'il faudra surveiller. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de 2024 ? C'est en fait dans la continuité de ce qu'on a vécu en 2023, c'est-à-dire maintenant que l'engouement est un petit peu revenu, retrouver des utilisateurs, retrouver des investisseurs, de la liquidité pour financer des projets, de l'innovation et concrétiser en fait ces innovations. Ça va être vraiment ça l'enjeu. Ça va être maintenant, il faut qu'on ait des use cases, il faut démontrer. On commence à en avoir, mais il faut vraiment que maintenant la techno rentre dans les mœurs. Et c'est sur ça qu'on va, je pense, nous juger. Donc ça va être ça pour moi l'un des points clés de cette année 2024 qui devrait d'ailleurs se poursuivre. Ça ne va pas être que 2024, ça va être une continuité 2024-2025 pour tout ça. Et les perspectives, les grandes attentes pour 2024 et 2025, on y reviendra aussi dès la rentrée avec nos pros des cryptos et bien sûr Amaury Tonkadek avec ses experts du lundi au jeudi. Merci à tous les deux. Thibault Boutroux, bonne fête Thibault chez Meria. Merci à vous aussi. Et Claire Balva, experte crypto indépendante. Bonne fête Claire. Merci. En toute indépendance. Merci de nous accompagner chaque vendredi. Merci à tous les deux. On vous souhaite à vous tous également qui nous suivez régulièrement dans les pros des cryptos et dans BFM Crypto le club des excellentes fêtes de fin d'année. Et on vous retrouvera la semaine du 8 janvier avec toujours autant de plaisir, d'énergie et d'enthousiasme. BFM Business, BFM Crypto, les pros.